Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre édition de ce mardi 12 avril en Afrique centrale. On connaît désormais la composition du nouveau gouvernement centrafricain. Moins de 2 semaines après l'investiture du nouveau président Faustin Archange Touadéra, le 30 mars, et la désignation de Mathieu Simplice Sarandji comme Premier ministre le 2 avril dernier, la nouvelle équipe gouvernementale a été dévoilée hier. Le décret qui a été lu à la radio nationale fait état de 23 membres dans ce cabinet. Parmi eux, aucune personnalité issue des milices anti-Balaka et au Séléka, qui, vous le savez, sont au cœur des conflits communautaires qui ont frappé le pays entre 2013 et 2015. On note toutefois la présence de 3 candidats malheureux de la dernière présidentielle et qui avaient tout de même soutenu l'actuel président au second tour. Il s'agit de Joseph Yakété, nommé ministre de la Défense nationale et qui devra notamment restructurer les forces armées nationales. Jean-Serge Bokassa devient lui ministre de l'Intérieur et de l'administration du territoire. Et enfin, Charles Armel Doubane, ancien ambassadeur de la Centrafrique à l'ONU, prend lui le ministère des Affaires étrangères. Autre grand portefeuille, le ministère stratégique des mines est attribué à Léopold Mboli Fatran, un ancien collaborateur de M. Touadéra, celui de l'élevage à Yerima Youssouf et celui des transports et de l'aviation civile à Théodore Jousso. Et c'est Henri-Marie Dondra qui hérite du ministère des Finances, après avoir été directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Gouvernement également dévoilé au Niger. Après la réélection de Mahamadou Issoufou à la tête du pays le 20 mars dernier, c'est hier, lundi, sur les ondes de la télévision nationale qu'a été révélée la constitution du gouvernement nigérien. Le cabinet compte 38 membres, dont 6 femmes. Fait notable, sa composition est très rajeunie et elle compte aussi plus de fidèles. 15 ministres de l'ancien gouvernement sont en effet conservés, dont les 3 ministres d'État, Mohamed Bazoum à l'intérieur, Albadé Abouba à l'agriculture et Omar Hamidou Tiana au transport. 23 nouveaux ministres font toutefois leur entrée dans ce nouveau cabinet. Le parti présidentiel du PNDS conserve, lui, tous les portefeuilles régaliens, sauf les affaires étrangères. À noter également que le nouveau gouvernement comporte des représentants de tous les partis parlementaires nigériens. Le contrôle démographique, l'un des gros chantiers du nouveau mandat du président, sera lui assuré par Christelle Kafa-Jakou, un ministère entier donc désormais consacré à ces questions. En Côte d'Ivoire, le PDCI fête ses 70 ans. C'est le week-end dernier que le plus ancien parti politique, créé en 1946 en Côte d'Ivoire par Félix Houphouët-Boigny, a été célébré. Et à l'occasion d'une grande célébration, samedi, les grandes œuvres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ont été rappelées aux sympathisants. Et outre les gloires passées, c'est aussi d'avenir dont il était question. Retour sur cette célébration avec Parfait Adjo, DJ Kindo Kwadio et Franck Gallier. 9 avril 1946, 9 avril 2016, le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a 70 ans. L'âge de la sagesse, comme l'a fait savoir son président Henri Konan Bédié, samedi, lors de la célébration de cet anniversaire à Abidjan-Treichville. Véritable démonstration de force selon les organisateurs, le rassemblement de l'Étoile du Sud, lieu de naissance du PDCI, section du RDA, Rassemblement démocratique africain, créé aussi en 1946, annonce la couleur des échéances électorales de 2020. En présence des militants venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire, des pays d'autres continents et des invités des partis alliés, l'histoire du PDCI, fondée par le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, a été revisitée à travers un défilé résumant ces 12 congrès. Nous rappelons que le rassemblement dans la paix et la tolérance a toujours été le credo de notre Père commun. Toutefois, nous ne devons jamais oublier que l'histoire du PDCI RDA se confond intimement avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Au cours de cet anniversaire placé sous le thème Rassemblement et Renaissance, le secrétaire exécutif du PDCI, Kakou Gikawe, a rappelé quelques faits marquants de la vie de ce parti, notamment l'abolition du travail forcé pour la libération des peuples africains en 1946, la marche héroïque des femmes sur la prison de Grand Bassam et la proclamation de l'indépendance le 7 août 1960. Joyeux anniversaire à tous les militants de ce grand parti libérateur et honneur à tous nos pionniers qui ont porté haut le flambeau de ce parti
notre parti a perdu le pouvoir d'État, non pas dans les urnes, mais par les armes à la suite d'un coup d'État. Malgré cette perte de pouvoir, il a résisté et continue de participer à la gestion des affaires de l'État à travers le gouvernement et les institutions de la République. Nous ne voulons pas et ne pouvons pas brader le PDCI-RDA comme beaucoup l'ont pensé. 70 ans, c'est l'âge de la sagesse. Il nous faut ramener dans la maison du Père les frères qui en étaient partis. Nous fêtons les 70 ans de notre parti et le président a voulu honorer certains de ses collaborateurs, dont moi-même, donc je ne peux qu'être heureux. Nous sommes fiers d'être militants du PDCI-RDA et nous assumons les 70 ans d'existence. Nous nous rendons compte que c'est une grande responsabilité au regard du parcours que nos anciens ont fait pour nous amener là où nous sommes. Encore une fois, dire au peuple ivoirien que le PDCI est debout pour les futurs combats. Membre du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, le PDCI a ainsi réitéré samedi son intention de reprendre les rênes du pouvoir en 2020 en présence de certains dirigeants de son principal allié, le RDR, Rassemblement des Républicains. Prévention contre d'éventuelles attaques de l'État islamique en Libye. 4 champs pétroliers ont été fermés et leurs employés évacués durant le week-end dernier. L'annonce faite hier indique que la région concernée est celle du bassin pétrolier de Merada, situé à environ 800 km au sud-est de Tripoli. Il s'agit des sites d'Al-Sama, d'Al-Waha, d'Al-Baïda et de Tibesti. Le 2 avril dernier d'ailleurs, 3 personnes étaient mortes sur ces 2 derniers sites suite à une attaque djihadiste de l'État islamique. C'est donc par précaution que les autorités ont préféré fermer ces champs pétroliers compte tenu, je cite, de la dégradation de leur état de sécurité, mais aussi de leur faible production quotidienne. Les employés d'un 5e champ pétrolier, celui de Zaltan, se sont eux aussi mis en grève, craignant le même genre de menace. Au Soudan du Sud, les observateurs internationaux ont annoncé hier l'arrivée à Djouba des troupes rebelles. La disposition qui entre dans le cadre de l'accord de paix qui a été signé en août 2015 précède d'une semaine la venue de leur chef, Riek Machar, nommé, vous le savez, vice-président en février dernier et qui doit former un gouvernement de transition aux côtés de son ancien rival, le président Salva Kiir. Au total, ce sont 1370 soldats et policiers qui sont arrivés dans la capitale sud-soudanaise hier. Leur mission, garantir la sécurité de M. Machar. L'installation des hommes s'est faite sous la vigilance de la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix. La JIMEC a été créée, on vous le rappelle, par l'Organisation régionale des pays de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, afin de garantir le respect de l'accord de paix qui a été violé de nombreuses fois auparavant. Et rappelons que le conflit qui ravage le Soudan du Sud depuis décembre 2013 a fait plus de 2 300 000 déplacés et des dizaines de milliers de tués. Un mot de santé à présent. Au Libéria, les autorités sanitaires ont signalé que les 2 garçons infectés par le virus Ebola et dont la mère est décédée le 31 mars dernier réagissent positivement au traitement qui leur a été attribué, le fameux traitement ZMapp. 79 autres personnes qui ont déclaré avoir été en contact avec la mère sont quant à elles toujours sous quarantaine. Je vous propose d'écouter cet état des lieux dressé par le porte-parole du ministère de la Santé libérien. Il parle également de l'espoir véhiculé par le vaccin anti-Ebola. À l'heure où nous parlons, nous avons seulement 2 cas d'Ebola. Ces cas comprennent le garçon de 5 ans de la femme décédée qui est venu de la Guinée et l'autre garçon de 3 ans de la femme décédée. Les 2 enfants sont actuellement en unité de traitement contre Ebola. Ils réagissent positivement au traitement. Nous avons commencé à administrer le ZMapp au garçon de 5 ans et le garçon, à l'heure où nous parlons, est actuellement en amélioration.
Actuellement, nous avons environ 79 contacts et nous leur avons tous demandé de rester chez eux car nous les surveillons quotidiennement. L'autre chose que nous voulons faire, c'est de lancer l'intervention de santé publique sous peu, c'est-à-dire administrer le vaccin. Je suis sûr que vous avez entendu parler du vaccin de prévention à Ebola. Nous avons l'intention d'administrer ces vaccins aux contacts de sorte qu'ils ne puissent plus développer le virus. À l'international, la Mecque de la danse, Cuba, se dote désormais d'une nouvelle compagnie. Celle-ci sera dirigée par Carlos Acosta. Le retour du metteur en scène sur l'île caribéenne est devenu depuis peu l'événement culturel de l'année. Le danseur le plus connu de l'île est en effet arrivé vendredi avec ses idées toujours iconoclastes. Écoutez. Diversité, moderne, rafraîchissant. Mais tout ça dans le style cubain. C'est la tendance de Acosta Danza. Il y aura toutes sortes de danses, du ballet, de la danse traditionnelle, moderne, postmoderne, flamenco, tout. C'est le 21e siècle. Je suis sur un nuage en ce moment. C'est un grand rêve qui se réalise. Ce que Carlos essaie de faire est de donner à la troupe toute une gamme de couleurs, toute une palette de styles. D'ici à ce qu'il trouve son propre style, ça peut prendre des années, car c'est une naissance. C'est la première compagnie qui mélange ces styles de danse et qui exige de la part des danseurs qu'ils les dominent. Jusqu'à présent, il y avait une séparation entre ces deux styles. Il y avait de grandes compagnies de danse contemporaine et de grandes compagnies de ballet classique. Mais il n'y a pas de compagnies qui font les deux. Et terminons ce journal avec une découverte assez surprenante. À Gaza, vous allez voir, derrière les ruelles étroites et les remparts de quelques demeures, se cachent de véritables trésors du patrimoine. Malgré les ravages causés par les conflits, l'abandon et aussi la pression démographique, certains habitants de Gaza s'astreignent à conserver des vestiges inattendus. Reportage. Dans les rues poussiéreuses de la vieille ville de Gaza se cachent quelques trésors. Derrière cette porte, la famille Salamé habite dans un petit palais levantin, organisé autour d'un patio traditionnel et caché derrière de larges murs en pierre. Pour Kaousser, il a fallu un peu de temps pour s'habituer à l'idée de s'installer dans l'un des derniers sites historiques non détruits à Gaza. Au début, j'étais contre l'idée d'emménager ici. Ça ne faisait pas de sens au XXIe siècle d'habiter dans une maison vieille de plus de 400 ans. Et l'état de la maison ne m'avait pas non plus beaucoup encouragée. L'année dernière, son mari Atif tombe amoureux de cette maison endommagée et sans toit et s'attelle à sa rénovation. Un chantier difficile. Depuis 10 ans, Israël impose un blocus strict sur l'enclave palestinienne dirigée par le Hamas et empêche l'entrée de nombreux matériaux de construction. Certains matériaux utilisés pour la rénovation n'existent pas dans la bande de Gaza, car les autorités israéliennes les empêchent d'entrer. Le bois, par exemple. C'était difficile de mettre la main sur certains types de bois spécifiques utilisés dans cette maison. Grâce à Atif, cette maison revit aujourd'hui, mais autour d'elle, beaucoup ont été rasés. Ici, le patrimoine est l'un des plus riches de la région. Des pharaons aux conquêtes arabes, tous sont passés par le port de Gaza, faisant la liaison entre l'Afrique et l'Asie. Mais le patrimoine de cette petite bande de terre, coincée le long de la Méditerranée, a été dévasté par la pression démographique et les différents conflits. À cause de l'intensification de la révolte palestinienne et des guerres successives, les sites archéologiques ont été négligés. Le soutien financier est en priorité pour compenser les maisons détruites, reconstruire des rues et l'infrastructure. Donc les sites archéologiques ont été mis de côté. Aujourd'hui, certains sites survivent uniquement grâce au soutien de l'UNESCO, comme ce monastère vieux de 17 siècles au sud de la bande de Gaza. D'autres ont été sauvés par des initiatives personnelles pour préserver au maximum ce qu'il reste du passé. C'est la fin de ce Vox Flash du mardi 12 avril. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain mercredi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée sur Vox Africa. À bientôt.